Oui, bande ko balandi ya to komwa pine masona député ndenge to zala kandenge to la kaka bino ke congolais ni so na makanisa malamu ya kotombola mboka Congo bisto ko zala sima na ye na utu des akindu na zela na Kinshasa bande ko neso balinga makamalam 21h nous sommes déjà là boyoka bolanda pe évolution mboka na bino Congo lelo oyo ndeko na biso matata mponyo par rapport ya ba point de presse ne ba sortie médiatique au IGF ko sala pour na détournement ya Bukanga Lonzo lelo sénateur, premier ministre honoraire Yamboka Nanga Congo, Albaki, il faut l'obapé pour ma cambazo loba, il y a détournement à Mbonga Bukanga Lonzo. Nani a joué Kimbonga Bukanga Lonzo, et Kepe Wapi. Nani a zali vrai commanditaire, il y a Roboma, site agro industriel, on a Bukanga Lonzo. Bolanda Bongo, réaction, il y a sénateur, premier ministre Yamboka Congo, Matata Mponyo. Devant ba député nationaux, ba sénateur, ba ancien ministre, ba journaliste ya mboka Congo. Bolanda bongo to ko sa commentaire moké. Chers amis invités, bonjour. Bien, je m'excuse de commencer cette rencontre en retard, mais moi j'étais là bien avant 10 heures. Et voilà, donc pour être conforme au respect des invités, nous avons été là bien avant 10 heures, mais on m'a dit que la plupart des invités étaient bloqués par les embouteillages. Ceci étant, je voudrais vous livrer la quintessence de ma conception de l'affaire Bukanga Lonzo, parce que depuis que beaucoup ont commencé à parler sur ce projet, je n'ai jamais tenu de point de presse. Je n'ai jamais expliqué par allocution, par présentation, c'est que c'est le projet Bukanga Lonzo, parce que j'estimais que ce n'était pas nécessaire. Mais face à la flambée des interventions des uns des autres, et souvent des interventions mal ficelées, des interventions ne disant pas la vérité, nous avons été obligés d'intervenir, parce que le mensonge, à force d'être répété, sans une intervention, la vérité peut paraître comme une vérité. Et c'est ce que je pense. Pour commencer mon intervention, je dirais, peu importe les temps ou les circonstances, la vérité ne s'évanouit jamais. Pendant que j'étais Premier ministre, plusieurs membres de mon parti, le PPRD, et plusieurs autres membres du FCC ont cherché par tous les moyens à m'éjecter de ce poste de Premier ministre que j'occupais. Mais pour y arriver, il fallait trouver des voies et moyens. Et l'un de ces moyens, c'était de pouvoir monter des dossiers, et parmi lesquels les dossiers des Bukanga Lonzo. Soit disant que le projet n'était pas pertinent, soit disant que les sols n'étaient pas appropriés, ou alors qu'il y avait une mauvaise gouvernance dans ce projet. Et juste après ma démission de la primature, à fin décembre 2016, une campagne systématique a été instrumentalisée justement pour saboter ce projet. Face à la persistance et à l'amplification des fausses rumeurs autour de ces projets, j'avais pris l'initiative d'écrire à l'inspection générale des finances pour que la lumière soit
établie sur ces dossiers. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, il était anormal que depuis des années, des rumeurs sur le détournement des fonds des Bukangalozo persistent et que personne ne puisse demander qu'une enquête soit faite et que des audits soient faits. Parce que tout le monde qui commanditait ces rumeurs, tout le monde qui commanditait ces faussetés, savait que le principal incriminé n'en était pas responsable. Et donc, il était inutile de pouvoir initier un audit ou une enquête de quelque nature que ce soit. Suite à ma lettre, et pour votre information, dans cette lettre-là, j'ai demandé que l'audit ne soit pas fait uniquement sur le projet de Bukangalonzo, mais que l'audit soit fait sur tous les projets qui ont été exécutés sous ma responsabilité directe ou indirecte depuis 2003, quand j'étais directeur général du BSECO, en passant par le ministère des Finances, parce que j'y ai été ministre, et à la primature, où j'étais Premier ministre. Pourquoi? Parce que je sais que ce dossier de Bukangalonzo va finir et il sera démontré que je n'ai pas été impliqué ni directement ni indirectement dans la mauvaise gouvernance, mais que demain après-demain, on va encore sortir d'autres dossiers. Et voilà, les bâtiments intelligents, l'aérogare international de Kinshasa, les écoles, les stades municipaux, parce que c'est la seule période où il y a eu un Premier ministre, où il y a eu beaucoup de réalisations, mais alors, ils savent que nous allons toujours piocher là-dedans. Voilà pourquoi j'ai demandé à ce que l'audit complet soit fait pour que la communauté nationale et internationale soit informée si effectivement il y a eu détournement ou pas. L'IGF, effectivement, a accepté de faire l'audit. Et après l'audit, l'IGF m'a envoyé une feuille d'observation pour pouvoir demander les détails sur certaines questions et finaliser les rapports. Et j'ai répondu en donnant toutes les informations demandées par l'inspection générale des finances. C'était par ma lettre du 25 novembre 2020. Vous aurez tous ces détails sous pluie qui vous sera remis juste après ce point de presse. Le 3 décembre 2020, l'IGF nous envoie un rapport, une note synthèse du rapport d'audit concernant la partie relative à M. Matata. Je réponds à l'IGF pour dire c'est moi qui ai demandé l'audit sur Bukangalonzo. Conformément aux règles d'usage, vous m'avez envoyé une feuille d'observation pour que je réponde aux interrogations irrélatives. Et j'y ai répondu. La règle internationale en termes d'audit recommande dans ce que lorsque le rapport provisoire est établi, qu'on l'envoie à l'audité et que l'audité puisse donner ses avis. Et ceci n'oblige pas l'auditeur à pouvoir absolument prendre en compte les observations de l'audité. Mais, comme vous le savez, nous avons été tous surpris par la presse en voyant les responsables de l'IGF donner le principal conclusion de l'audit à la presse. Moi-même, je l'ai aussi appris par la presse. J'ai demandé par téléphone à l'inspecteur général des finances,
M. Gilles Alinguité, qui a eu le plaisir de me prendre au téléphone le même jour. J'ai dit, je viens de suivre par la presse que vous avez envoyé les rapports d'audit à la justice. Mais moi qui ai commandé ces rapports, je n'ai pas reçu des copies. Et il me dira, demain, on vous enverra les rapports. Demain, on vous enverra les rapports. J'ai attendu pendant une semaine, je n'ai pas eu de rapport, en dépit de la confirmation de l'inspecteur général des finances. Et j'ai écrit une lettre pour dire, Monsieur l'inspecteur général des finances, vous nous avez promis les rapports, nous ne l'avons pas reçu, cela fait une semaine, est-ce que vous pouvez nous envoyer ces rapports? En lieu et place du rapport, l'inspecteur général des finances nous enverra une note synthèse du rapport d'audit concernant la partie du Premier ministre honoraire. Je dis bien une note synthèse, parce que vous êtes des professionnels, vous savez ce que c'est la différence entre une note synthèse et le rapport. Curieusement, nous avons vu, toujours par la presse, un communiqué officiel de l'IGF indiquant que l'IGF a envoyé à l'ancien Premier ministre le rapport de la partie le concernant. Vous aurez une copie de cette note synthèse que l'inspecteur général des finances nous a envoyée et il vous reviendra de faire la différence, parce que le français n'est pas notre langue, entre ce que ça veut dire note synthèse du rapport et les rapports. Et ça, je vous laisse à vous, les professionnels. Certains d'entre vous ont certainement fait la section littéraire. Moi, j'ai fait la section commerciale. Donc, je suis mieux outillé pour savoir la différence entre une note synthèse du rapport et le rapport lui-même. J'ai reçu la note synthèse, j'ai écrit à l'inspecteur général des finances pour dire, vous m'avez envoyé une note synthèse et j'ai plutôt demandé les rapports. La réponse, silence radio. Mais pendant ces temps, beaucoup d'interviews sur la presse pour évoquer les questions de détournement. Je pense qu'il était important qu'on puisse réagir, étant donné que, comme je l'ai dit d'emblée, que le mensonge, à force d'être répété, il devient une réalité. Et on comprend d'ailleurs pourquoi, tout au long de cette enquête d'audit, certaines personnes qui échangeaient avec les inspecteurs chargés d'enquêter, ces inspecteurs disaient « Ah, mais vous savez, ces dossiers, c'est un dossier politique. » Est-ce que, chers amis de la presse, distingués invités, l'inspection générale des finances a-t-elle une mission d'audit politique? Parce que les inspecteurs, disaient-ils, il s'agit des dossiers politiques. Et vous comprenez pourquoi les conclusions de cet audit sont effectivement politiques. L'intervention, mesdames et messieurs de la presse, consiste à démontrer, sur base de faits, quelles sont les insuffisances techniques de cet audit. Insuffisance numéro 1. Vous aurez, comme je vous l'ai promis, la note synthèse globale de l'IGF. Vous l'aurez. Mais ici, j'essaie de démontrer, point par point, les insuffisances techniques et professionnelles de ces conclusions. L'IGF affirme qu'il n'existe pas d'étude de faisabilité proprement dite sur le parc agronomique de Bukangalonzo. Il est très étonnant, mes chers amis, que l'IGF, à qui on a remis tous ces documents, arrive à une contre-vérité.
D'abord, je voudrais partager avec vous, je sais que vous le savez bien, quelle est la définition d'une étude de faisabilité. Une étude de faisabilité dans la gestion du projet dénote une étude ou une série d'études dont l'objet principal est de vérifier que le projet à mettre en œuvre serait techniquement faisable et économiquement viable. En général, une étude de faisabilité comprend les principaux volets suivants: études techniques, études commerciales, études économiques, études juridiques et études d'organisation. Mesdames et messieurs de la presse, voilà devant vous 7 études qui ont été faites pour préparer le parc de Bukangalonzo. 7. Je vous fais grâce des autres études, mais je vous signale qu'il y a 2 études principales, parce qu'il s'agit d'un projet agricole. L'étude principale, c'est l'étude des sols. Et l'étude suivante, c'est l'étude financière. Si vous regardez très bien, vous allez voir au point 2, l'analyse détaillée du sol. Et c'est la première fois dans l'histoire de ce pays qu'une telle analyse ait été faite. La première fois. Et quand vous regardez au point 4, il y a l'analyse financière qui a été faite par KPMG. Mais, comme vous l'avez vu, le GEF dit qu'il n'y a pas eu d'étude sur ce projet. Donc, il advient que la conclusion, d'après laquelle la conception du projet de Bukangalonzo était bâclée, semble être d'une part une accusation fausse, précipitée et sans fondement, et d'autre part un argument alimenté par un raccourci avec des mobiles externes au dossier. Et donc, c'est une conclusion politique face à une vérité technique irréfutable. Insuffisance numéro 2. Le non-respect des procédures relatives à la passation des marchés publics qui seraient à la base de toutes les difficultés dans la programmation et la réalisation de ces projets. Ici encore, mesdames et messieurs, distinguez la presse. L'IGF répond des propos que l'on diffuse régulièrement dans les réseaux sociaux. Mais il faut considérer certains faits importants ci-après. Le principe de gré à gré que nous avons utilisé pour recruter l'entreprise était justifié par le fait suivant. 1. La mise en œuvre d'un concept de parc agro-industriel nécessitait une entité disposant des compétences non seulement dans le domaine agricole, mais aussi dans le domaine des constructions et des équipements agro-industriels. Le parc agro-industriel de Bukangalonzo nécessitait qu'on érige des routes, qu'on construise des maisons, qu'on construise des écoles, qu'on construise des hôpitaux, qu'on monte les industries, qu'on canalise des eaux, parce qu'il devait y avoir irrigation. Et tout ça, mesdames et messieurs de la presse, il s'agissait d'une entreprise multisectorielle qui devait être recrutée pour implanter, non pas une ferme agricole, à la manière dont tout le monde pense dans notre pays, mais l'installation d'une ville agro-industrielle dont la dimension devait être un peu plus de 8 fois la ville de Paris. Mesdames et messieurs, est-ce que les gens comprennent ce qu'était la grandeur de ce projet? 2. L'expérience similaire s'est soldée par un échec lorsqu'on a lancé l'appel d'offres pour pouvoir recruter une entreprise qui devait relancer les activités de Daipen. Troisièmement, les gestionnaires Africom qu'on recrutait étaient très intéressés parce qu'ils avaient déjà une activité dans la construction d'une industrie des engrais chimiques dans le Congo central, particulièrement à Boma. Et à l'époque, c'était notre élément important, Africom, qui avait déjà 3 ans d'âge, donc ce n'était pas une jeune entreprise, qui a été fabriquée dans les règles internationales.
l'expérience minimum de 3 ans est requise. Et Africom avait 3 sondages et comportait en elle-même près de 15 entreprises multisectorielles. Vous le savez aussi, ça c'est un autre argument, le secteur agricole, c'est un secteur prioritaire et sécuritaire. Mesdames et messieurs distingués de la presse, l'agriculture, c'est un domaine de sécurité nationale. Il y avait aussi l'urgence, la complexité et la particularité du marché qui faisait que les gré à gré pouvaient prendre, la compétition du marché, l'appel d'offres pouvait prendre suffisamment du temps. In fine, pour compléter ce que je suis en train de vous dire, je vais vous donner un cas précis qui a été expérimenté par une procédure d'appel d'offres, par une institution aussi sérieuse que la Banque mondiale, pour le développement d'un parc industriel d'Nkundi, dans la vallée de Luala à Luozi, dans le Congo central. Ça a pris 3 ans pour qu'on puisse, au terme de 3 ans, obtenir juste une étude. Et je pense qu'on ne pouvait pas attendre 3 ans pour monter un parc agro-industriel de cette nature. Là aussi, on peut le comprendre qu'il s'agit plutôt d'une conclusion politique face aux exigences techniques évidentes qui exigeaient les gré à gré tels que je viens de vous le démontrer. Et faut-il souligner, mesdames et messieurs la presse, distingués invités, les gré à gré est aussi une procédure reconnue comme un mode de passation des marchés lorsque les conditions l'exigent. Deuxième fait, à propos du choix des Africains. Ici, je voudrais dire qu'il y a une équipe multisectorielle composée des experts du ministère du portefeuille, des finances, de l'agriculture et de la primature qui ont fait le déplacement de l'Afrique du Sud pour pouvoir enquêter sur les capacités techniques et financières de l'entreprise Africom et s'assurer qu'elle était à mesure de pouvoir accomplir la tâche. Les ministres du portefeuille, les ministres des Finances, les ministres de l'Agriculture ont désigné des experts qui, avec ceux de la primature, ont fait les déplacements à l'Afrique du Sud pour s'assurer des compétences techniques et financières de cette entreprise. Ces experts, comme vous pouvez vous l'imaginer, ont été désignés en bonne et due forme par les responsables de ces ministères. Et il devient anormal de pouvoir dire que le ministère sectoriel, si cité, n'était pas impliqué. Parce que personne ne peut désigner un expert sans avoir été informé de la pertinence du projet. À propos du contrat lui-même, qui a été signé par Africom, c'est le fait numéro 3. Nous avons demandé à ce qu'Africom soit recruté pour effectivement des raisons d'efficacité, des raisons d'efficience et des raisons de bonne gouvernance. Et l'Africom a signé un contrat à bonne et due forme. Et il était de nos prérogatives de veiller à ce que ces contrats puissent être exécutés de manière tout à fait rationnelle. Voilà pourquoi nous avons demandé à ce qu'un audit externe soit fait afin que
les comptes de gestion financière de ce projet soient conformes à la bonne gouvernance. C'est depuis 2014 que par mon instruction personnelle, le processus de recrutement d'un cabinet international, en l'occurrence Ernst Young, le processus a été lancé et Ernst Young a été recruté en 2014 au cours de la même année que le projet a été lancé. Aujourd'hui, mesdames et messieurs de la presse, vous pouvez me donner raison pourquoi je n'ai pas recouru à une structure publique. Parce que si c'était une structure publique, vous vous rendez compte dans quelle situation nous nous trouverions. Parce que lorsque Ernst Young audite ce projet, il n'y a pas eu de folklore. Et le résultat d'Ernst Young était clair. Nulle part on a cité la primature et encore moins le Premier ministre. Peut-on dire que l'inspection générale des finances est mieux outillée qu'une structure comme KPMG qui fait partie des 5 grandes entreprises d'audit internationales? Le Big Five, comme on le dit en termes courants. Donc, on voit très bien qu'il s'agit de conclusions politiques et non pas techniques. Insuffisance numéro 3. Le Premier ministre honoraire est responsable intellectuel. Mes chers amis, notez bien, responsable intellectuel. L'UGF a maintenant la capacité doctorale de déterminer les responsabilités intellectuelles d'un projet dans un domaine qui n'est pas financier. Il est très difficile, mesdames et messieurs, de comprendre la démarche de l'IGF dans l'émission d'une telle conclusion. C'est dommage. Une telle conclusion est davantage questionnable dans la mesure où l'inspection générale des finances, institution spécialisée dans les domaines des finances publiques, conduit à une responsabilité intellectuelle dont les contours et la teneur demeurent occultes et très flous. L'IGF ne précise pas ce que nous renseignent les contrats signés entre Africom et le gouvernement. Je l'ai dit ici, l'Africom a signé un contrat avec le gouvernement congolais. C'était en février 2014. Notez très bien, ce contrat a été signé en février 2014 entre, d'une part, Africom et 4 ministres. Le ministre de l'Agriculture, le ministre des Finances et le ministre de l'Industrie. Le Premier ministre n'est ni signataire, ni organisateur de la manifestation des signatures. Il n'a même pas paraphé les contrats. Mesdames et messieurs distingués de la presse, lorsque 4 ministres signent un contrat sans signature du Premier ministre, et ce contrat dit l'entreprise Africom est le responsable de la gestion technique et financière du projet. Où est la responsabilité du Premier ministre? Qu'on cherche par tous les moyens à retrouver dans les documents. Là encore, il s'agit d'une conclusion totalement politique, déconnectée de la réalité. Je pense que l'inspecteur général des finances, qui à l'époque était le conseiller technique spécial du Premier ministre Tshibala, est à mesure de nous dire quand est-ce que le projet Bukangalozo s'est arrêté. Il était à la primature comme conseiller. Parce que jusqu'en décembre 2016, le projet continuait à fonctionner. Insuffisance numéro 4. Ça se trouve dans les documents qui vous sera remis. Le Premier ministre honoraire intervenait tout au long du cycle de vie du projet, tout au moins à travers le fait que le bureau du Premier ministre honoraire était le centre de gestion et d'engagement de toutes les dépenses du projet, directement ou indirectement, à travers les ministres délégués auprès du Premier ministre chargé des Finances, qui dépendait totalement d'elle. Mesdames et messieurs de la presse, je voudrais ici évoquer quelques faits importants.
Le projet a été lancé en juillet 2014 et 5 mois après, le ministre des Finances, qui était ministre des Finances délégué, est parti. Il y a eu remaniement, le ministre des Finances délégué est parti. En 2015, en 2016, il y avait un ministre des Finances full. Et les dépenses qui étaient exécutées par le ministre des Finances délégué représentent 30% des dépenses jusqu'à fin décembre 2016. Quelle est la cohérence de cet argumentaire? Vous pouvez vous-même en tirer les conclusions. Et le tableau qui est là vous montre non seulement que le ministre des Finances délégué était parti à fin décembre 2014, alors que les premiers paiements sont intervenus vers juillet 2014, mais il y a eu beaucoup de ministres qui sont restés jusqu'à fin décembre 2016. Mais le ministre des Finances est parti. Et je dois vous signaler, en passant, que le ministre des Finances délégué, le ministre Kitebi, est l'un des meilleurs ministres des Finances du point de vue intégrité que ce pays ait jamais connu. Quand il quitte les fonctions en décembre 2014, le Fonds monétaire international me pose la question, pourquoi vous pouvez faire partir un tel ministre aussi compétent, aussi intègre? Je réponds au Fonds monétaire international que ce n'est pas de ma compétence de nommer ou de faire partir un ministre. Je peux proposer. Fait numéro 2. Sur base de quel matériel l'IGF se permet de qualifier le bureau du Premier ministre honoré de centre de gestion? Mes chers amis, je viens de vous démontrer ici qu'il y a eu un contrat qui a été signé entre le gouvernement, représenté par 4 ministres compétents, et l'entreprise Africom. Et dans ce contrat, dont copie vous sera remis, il est dit que l'entreprise a l'obligation de la gestion du projet conformément aux règles de l'art. Je parle aux professionnels comme vous ici. Donc, l'entreprise avait la responsabilité technique et financière du projet. Aucun dollar n'est passé par la primature. Aucun. L'inspection générale des finances l'a prouvé. Et la documentation vous sera remise. Mais lorsque l'inspection générale des finances conclut que la primature était le centre de gestion, mesdames et messieurs de la presse, allez-y comprendre quelque chose? L'inspection générale des finances dit aussi que la primature était le centre d'ordonnancement. C'est inimaginable. Parce que l'entreprise avait un plan de décaissement. L'entreprise avait la responsabilité tout entière de la gestion des fonds qui lui étaient destinés. Mais, curieusement, on dit que la primature était le centre d'ordonnancement. Si il y a eu, pour une raison ou une autre, quelques dépenses que nous avons rappelées au ministre des Finances qui étaient urgentes et qui ne pouvaient même pas représenter plus de 5%, le français, nous l'avons tous étudié ici, même si ce n'est pas notre langue. Lorsque, et cela relève de notre compétence, le Premier ministre rappelle au ministère des Finances, au ministère du Budget, ou de l'Agriculture, que voilà, il y a des dépenses qui doivent être faites dans le cadre du projet, étant donné l'importance de ce projet, et cela n'a pas représenté plus de 5%, peut-on déduire, même si le français n'est pas notre langue, que la primature était un centre d'ordonnancement. Je ne veux pas reprendre ici la définition du terme ordonnancement, parce que je sais que vous le savez. Donc, les paiements n'étaient ni ordonnés, ni effectués par la primature. Et, mesdames et messieurs, distingués invités, laissez-moi vous répéter, et c'est le fait 4, que dans la conception de notre éthique de gestion,
et conformément à nos exigences hautement strictes en matière de gouvernance que vous connaissez, parce que vous étiez dans ce même pays. Il nous était inconcevable d'instituer la primature comme un centre de gestion. C'est inimaginable. Et laissez-moi vous dire, et c'est le fait 5, si j'ai exigé dans mon gouvernement, qui est ministre des Finances délégué, ce n'était pas pour me traduire en un ministre des Finances, non. Vous le savez tous ici que le ministère des Finances est un ministère sensible. Avant que moi je ne sois ministre des Finances, mon prédécesseur, on l'appelait M. 30%, vous le savez. Les jours que moi, j'ai été nommé ministre des Finances, RFI a dit que M. 30% vient d'être débarqué au profit du ministre des Finances Matata. Vous le savez. Et vous le savez très bien que ce ministère que j'ai géré pendant 26 mois, c'est la seule année où le ministère des Finances, disons la seule période où le ministère des Finances a réalisé des performances exceptionnelles. En 5 mois, nous avons atteint le point d'achèvement qui n'a pas été atteint pendant 7 mois et qui a permis aux Congolaises et Congolais de bénéficier d'un effacement de près de 10 milliards de dollars américains. Le point d'achèvement qui était appelé par les députés comme un serpent de mer qui ne pouvait pas être attrapé pendant 7 ans et que nous avons attrapé en 6 mois. Et c'est sur base de ça que j'avais demandé au président de la République de l'époque que je voudrais avoir un ministre des Finances délégué pour m'assurer que la bonne gouvernance sera appliquée comme moi-même je le fais. Mais je ne savais pas que les conseillers, enfin, que le ministre des Finances pourrait être un de mes conseillers. Et cela a été, et je vous l'ai dit, c'était le ministre des Finances Kitebi, l'un des meilleurs ministres des Finances que ce pays ait jamais connu, jusqu'à aujourd'hui. Il est président délégué général d'FPI, et vous savez que depuis qu'il est là, l'FPI réalise des performances exceptionnelles. Fait 6. Je voudrais ici souligner le fait que nous avons recommandé à ce que l'audit de tous les fonds qui étaient alloués à Bukangalonzo soit fait. Après mon départ, mesdames et messieurs de la presse, je voudrais vous poser la question, combien d'audits ont été accomplis? Parce que pendant que j'étais là, il y a eu plusieurs audits. Donc, quand on regarde très bien, mesdames et messieurs de la presse, c'est toujours des conclusions politiques qui n'ont rien à voir avec les réalités techniques. L'insuffisance numéro 5, débâcle de Bukangalonzo, un terme qui a été inventé par l'IGF. Est-ce qu'on peut au moins se rappeler que c'est en 2014, vers juillet 2014, que le premier paiement commence à se réaliser dans le projet de Bukangalonzo. Et le projet était fonctionnel jusqu'à fin décembre 2016, quand on quitte le gouvernement. Alors, la débâcle est intervenue quand? Est-ce que quand le projet fonctionnait ou quand le projet ne fonctionnait plus? Je sais que le français n'est pas notre langue maternelle. Mais on peut quand même se poser la question, quand est-ce que le projet a connu l'interruption? Selon l'enquête qui a été menée de manière indépendante par 4 journalistes professionnels, que vous connaissez parce qu'ils sont vos collègues, même s'ils ont été très très critiqués par l'inspection générale des finances, le seul pays où les droits de contre-vérité n'existent pas, de contre-expertise n'existent pas. Ces 4 journalistes disent que débâcle, s'il y a eu, c'est à partir
dès janvier 2017 et cela est caractérisé par l'arrêt total des financements destinés à ce projet de Bukangalonzo. Et pour eux, il faut demander au ministre des Finances de l'époque, Yav Moulang, pourquoi est-ce que le financement de ce projet a été arrêté, parce que c'est là l'origine des débâcles de ce projet. Est-ce le ministre des Finances lui-même qui a décidé d'arrêter ce projet d'un intérêt national supérieur? Est-ce le ministre de l'Agriculture de l'époque qui lui a demandé d'arrêter ce projet? Est-ce le Premier ministre de l'époque qui lui a demandé d'arrêter l'exécution de ce projet? Ou alors, Son Excellence, Monsieur le Président de la République de l'époque? Mais en tout cas, mesdames et messieurs de la presse, jusqu'à fin décembre 2016, toutes les institutions de gestion de ce projet fonctionnaient à la normale. La production fonctionnait à la normale. Le financement s'est réalisé à la normale. Janvier 2017, février, après le départ du Premier ministre Matata, tout s'arrête. Et les journalistes qui ont été sur le terrain disent qu'ils ont trouvé de centaines, s'il vous plaît, de centaines de conteneurs fermés et non ouverts. Donc l'instruction était, dès qu'il part, vous arrêtez tout. Et nous allons dire que c'est lui le responsable. Avant notre départ, il y a une série de réalisations qui peut être défilées devant vous pour voir que le projet a fonctionné. Dans cette ville de Kinshasa, les gens ont bénéficié des produits des Bukangalonzo. Je pense que l'inspecteur général des finances actuel, qui était effectivement conseiller du premier Tshibala, est à mesure d'éclairer la presse sur cette question. L'insuffisance numéro 6. La fameuse note de synthèse du rapport dit qu'il y a une société écran par laquelle certaines personnes ou certaines autorités se faisaient rémunérer. Moi, je pense que sur cette question, c'est plus facile. S'il y a une société écran, l'IGF n'a qu'à dire de quelle société s'agit-il. S'il y a eu un compte secret par lequel les fonds publics étaient canalisés et logés, mesdames et messieurs de la presse, je crois que les domaines des finances publiques, c'est le domaine le plus traçable possible. Il est important que l'IGF nous dise qui a ouvert ce compte. Qui a ouvert ce compte? Parce qu'on n'ouvre pas un compte comme on va dans un marché. Quand on est dans une banque, il y a des formulaires qu'on doit remplir pour ouvrir un compte. Deuxièmement, une fois qu'on a ouvert le compte, il doit y avoir un propriétaire de ce compte. Troisièmement, il doit y avoir la signature de décaissement des fonds ou de transfert des fonds. Et enfin, les bénéficiaires. Mesdames et messieurs de la presse, pouvez-vous aussi demander à l'inspecteur général des finances de venir faire un point de presse dont l'objectif sera principalement de vous donner le fameux numéro de compte, les montants qu'il y a séjourné et les débits au profit de qui? Je crois que la conférence de presse pourrait être courte, même de 3-4 minutes, parce que l'information sera donnée. C'est dont le peuple congolais a besoin de savoir. Ce compte-là, quel est le numéro de ce compte? Et c'est un numéro de 2 chiffres, de 4 chiffres ou de 10 chiffres. Et dans quelle banque? Et il ne s'agit pas d'amener... Interpol se trouve ici à Kinshasa. L'IGF dépend de la présidence de la République. On n'a qu'à demander à Interpol de donner tous les mouvements du compte dont le numéro aura été donné par l'IGF. C'est si facile.
Ça ne nécessite pas une conférence de presse pour dire, voilà, les fonds ont été détournés. Non. Il s'agit de donner le numéro du compte, les montants qui y sont séjournés et qui en sont les bénéficiaires. Insuffisance numéro 6, mesdames et messieurs la presse. Surfacturation. 7, voilà. Surfacturation. Mais là aussi, s'il y a une surfacturation, mais quelle est la responsabilité du Premier ministre Matata? Mesdames et messieurs la presse, la surfacturation, ça n'a pas été trouvé par l'UGF, même si l'UGF veut en fait sensation. Ernest Young, un cabinet de réputation internationale, a établi son rapport, n'a jamais fait de point de presse, et là-dedans, il est dit qu'il y a une surfacturation. Eh bien, imaginez-vous que l'UGF n'a jamais parlé de la primature, et encore moins du Premier ministre, parce que, selon les règles de l'art, n'est responsable de la surfacturation qu'elle est responsable d'achat et de paiement. Et le contrat qu'a signé l'entreprise Africom et l'État congolais, représenté par 4 ministres, il est dit que l'entreprise est responsable à la fois de la gestion financière et de la gestion technique, donc y compris des achats. Et il n'y a que l'entreprise Africom qui a effectué tous les achats. Faut-il une conférence de presse pour dire qu'il y a une surfacturation, au lieu de demander à l'entreprise démontrez-nous comment vous avez surfacturé et donnez-nous les surplus. Ça ne demande pas un point de presse, c'est sensationnel. Et ça ne demande pas des insinuations. Mesdames et messieurs de la presse, je vous donne un exemple. Vous remettez $100 à quelqu'un pour qu'il vous achète un bic ou, je ne sais pas, un document. Ce document coûtait $50. Lui, il vous présente la facture de $100. Mais en quoi vous qui avez donné $100, vous êtes responsable? C'est quand même de la folie qu'on vienne dire que vous qui avez donné $100, vous avez surfacturé. Alors que la personne qui a acheté, on ne veut même pas parler d'elle. L'entreprise Africom, s'il y a surfacturation, mais elle est la seule responsable de la surfacturation. Et le gouvernement congolais n'a qu'à demander à l'entreprise Africom pourquoi avez-vous surfacturé? Et c'est à l'entreprise Africom de dire mais oui, j'ai facturé parce que je devais faire des rétro-commissions, des rétro-sessions. Et les personnes à qui elle a remis ses fonds devront se justifier. Et donc, quand on regarde bien ces conclusions, on comprend qu'à tout prix, chaque démarche de l'IGF a comme objectif d'atterrir sur la primature. C'est le seul aéroport qu'on a trouvé dans ce processus d'audit à l'IGF. Même en cas de catastrophe, il faut toujours atterrir à la primature. Comme on peut le constater, c'est une conclusion toujours politique. Insuffisance numéro 8. Les ministres de l'Industrie et celui des Affaires foncières, représentant les ministères de l'Agriculture et du Développement rural, ont indiqué qu'ils ont été appelés à signer la dite convention sans en connaître les tenants et les aboutissants. Mes chers amis, entre nous, lorsqu'on se réfère au niveau élevé d'éthique et de gouvernance qui ont caractérisé la gestion de mon gouvernement, pouvez-vous imaginer qu'on pouvait appeler un ministre à la primature pour lui présenter un document qui peut être signé sans qu'il en sache le contenu? Pouvez-vous imaginer? Y a-t-il un ministre qui est à mesure de témoigner que dans ce gouvernement que nous avons géré, le ministre n'était pas respecté? Et d'ailleurs, l'occasion faisant les larrons, il y a des ministres qui sont ici, dans cette salle de ce gouvernement. Mais quelle élégance la gestion était administrée. Aucun ministre ne pouvait se sentir. D'abord, il y avait du plaisir à travailler dans ce gouvernement. C'était une équipe. Comment pouvait-on appeler un ministre pour lui présenter un document
qui n'ait jamais eu le temps de pouvoir les digérer. Ce n'est pas possible. Et ce sont ces mêmes ministres qui ont désigné des experts pour aller en Afrique du Sud plusieurs mois avant que le contrat ne soit signé. Les mêmes ministres ont désigné des experts pour aller enquêter sur les capacités techniques et financières de cette entreprise et disent que non, on les a appelés, ils ne savaient rien. Mais ce n'est pas possible. Et parce qu'il faut croire à tout prix à n'importe quoi afin d'atterrir sur la primature, on dit c'est bon. Ce que vous dites, c'est parole d'évangile. Ce n'est pas possible. Donc, je crois que nous devons être sincères. Ces dossiers a des consonances politiques parce que quand on dit que la conception du parc agro-industriel de Bukangalonzo, c'est une conception intellectuelle d'un individu, c'est faux et archi-faux. Le parc agro-industriel n'a pas été inventé par la primature. Le projet de parc agro-industriel, mesdames et messieurs, retenez-le bien, se trouve dans le programme national d'industrialisation et d'investissement agricole. Et ce n'est pas fait à la primature, c'est fait au ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture a élaboré le programme national d'investissement agricole et là-dedans, le ministère de l'Agriculture recommande la mise en œuvre de parcs agro-industriels. Mais le rôle de la primature, c'est d'impulser la mise en œuvre des programmes. Comment peut-on dire que ce programme a été conçu à la primature alors qu'il y a un programme national d'investissement agricole qui le recommande très bien? Et si vous voulez les voir, vous les trouverez dans les documents qui vous seront distribués. Et puis, qui plus est, mesdames et messieurs de la presse, c'est même une recommandation de la SADC. La SADC recommande à ce que le pays de la sous-région mette en œuvre des parcs agro-industriels. Donc, s'il y a une responsabilité intellectuelle, c'est à la SADC. C'est inimaginable. Parce qu'à tout prix, on doit atterrir à la primature. On cherche même des termes assez volumineux, responsabilité intellectuelle. Donc, vous le savez très bien, le parc agro-industriel ne sont pas nés à la primature. En conclusion, mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, en conclusion, au regard de l'abondance de preuves dont les documents vous seront distribués, le projet agro-industriel de Bukangalonzo reste pertinent et devrait à terme aider la RDC à réduire sensiblement sa dépendance vis-à-vis des produits alimentaires importés. Nous importons aujourd'hui pour près de 2 milliards de dollars américains. Nous importons même des cure-dents. Mesdames et messieurs de la presse, où nous voulons nous soustraire de cette dépendance financière et nous modernisons l'agriculture, et il n'y a qu'une seule voie de le faire, notamment le parc agro-industriel. Et tout à l'heure, je vais vous lire un passage du responsable du département Afrique de la Banque africaine de développement qui, de passage à Bukangalonzo, s'était exclamé de la pertinence de ce projet. Mesdames et messieurs de la presse, l'agriculture, même aux États-Unis, qui est considéré comme les champions du libéralisme économique, l'agriculture est subventionnée. Pourquoi est-ce qu'on subventionne le secteur agricole? C'est parce que c'est un secteur vital pour chaque pays et que c'est un secteur à rentabilité faible. Même en Europe, l'agriculture est subventionnée. Et vous le savez très bien, c'est depuis l'époque du président Mobutu qu'on chante l'agriculture priorité des priorités. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a jamais fait l'agriculture priorité des priorités? Je suis parti de la primature.
Ça fait 4 ans. Pouvez-vous imaginer qu'un projet dont le secteur, réputé être le secteur, devra faciliter le développement de la RDC, ce secteur a été abandonné. Enfin, disons, le parc a été abandonné. Personne ne se pose la question. Pourquoi le parc agro-industriel de Bukangalonzo a été abandonné? Personne. Des équipements dont parfois une pièce revient à 500 000 $, vandalisés, cannibalisés. Vous n'avez jamais entendu l'inspection générale des finances dire qui a cannibalisé, qui a vandalisé ces équipements. Personne, on en parle. Parce que si on doit atterrir, on atterrira ailleurs. Parce que la cannibalisation de ces équipements, ça a été fait après M. Matata. Alors, comme on ne peut pas parler en dehors de M. Matata, et donc on laisse ces avions épandeurs, ces moissonneuses, ces tracteurs, tout ça, ce n'est pas le problème de l'IGF parce que ça ne concerne pas M. Matata. Mesdames et messieurs de la presse, si, à supposer que l'IGF parle de 80 millions de $, 80 millions de $, ce n'est pas de l'argent. Mais on doit savoir pourquoi est-ce que tous ces équipements ont été dilapidés. Donc, je vous livre ici, mesdames et messieurs de la presse, et là, je prendrai le soin de lire pour que vous compreniez la profondeur de chaque mot. Voilà ce que dit un responsable du département agriculture de la Banque africaine de développement après son passage sur le site. En conclusion, le parc agro-industriel de Bukangalonzo est l'incarnation de l'initiative Feed Africa avec tous les high five intégrés. Avec tous les high five intégrés. Mesdames et messieurs de la presse, vous êtes plus forts en français et en anglais que moi. Il s'agit d'un investissement très transformateur, capable de faire de la RDC un leader dans les chaînes de valeur sur lesquelles la RDC dépense actuellement 1,5 milliard de dollars américains. À l'époque, c'était 1,5 milliard. Aujourd'hui, c'est 2 milliards. Le Premier ministre, à l'époque, Matata, a été particulièrement concerné par le fait que la RDC importe même les œufs. Vous pouvez vous imaginer, nous importons les œufs jusqu'aujourd'hui. Le projet, qui est le premier d'une grande partie des autres, parce qu'il était entendu qu'il y ait plusieurs parcs agro-industriels, aura un impact très positif sur la vie et l'économie de la RDC et sera un bon exemple pour d'autres pays, y compris le Nigeria, à reproduire. Ça, ce n'est pas un Congolais qui le dit. La Banque africaine de développement, qui a été la première à mettre tout son poids dans le soutien à ce programme, sera très appréciée par la RDC. Ce n'est pas seulement un plus pour la RDC, mais aussi une réalisation clé d'une initiative majeure de la stratégie de transformation de l'agriculture africaine. L'OSAM, qui est donc le département qui se charge de l'agriculture à la BAD, prendra l'initiative d'accélérer l'approbation des ressources par les conseils sur la base de l'option finale convenue avec le gouvernement. Voyez-vous, mesdames et messieurs, lorsqu'un projet comme celui-ci est apprécié non pas par les étrangers, mais par des spécialistes du domaine agricole dans une institution aussi prestigieuse comme la BAD, ici au Congo, on estime que c'est un projet inutile. Vous pensez vraiment, mesdames et messieurs de la presse, que les responsables du département Afrique sont moins compétents pour apprécier la valeur et la pertinence de ce projet que l'IGF? Vous êtes sûr? Je ne voudrais pas que vous répondiez à cette question. Mais moi, M. Matata, encore en fonction, j'ai été sur place à Bukangalonzo avec des hauts responsables des institutions comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, qui ont dit: mais M. Matata, vous savez que ce projet devra être copié par plusieurs pays africains. Et au moment où je vous parle, nous sommes même consultants pour d'autres pays africains qui ont copié le parc agro-industriel de Bukangalonzo. Pouvez-vous vous imaginer cela?
Deuxième élément de conclusion. La localisation du parc de Bukangalonzo reste pertinente jusqu'aujourd'hui. Et cela a été validé par des experts. Troisième élément de conclusion. Contrairement aux affirmations sensationnelles de l'IGF, le projet de parc agro-industriel de Bukangalonzo a été bel et bien planifié et a bénéficié des études réalisées par des institutions spécialisées. La primature n'a jamais fait une étude sur le parc agro-industriel de Bukangalonzo. Donc c'est difficile de dire que la primature a la responsabilité intellectuelle. Toutes les 7 études ont été faites par des grands professionnels. 4 éléments. La fameuse responsabilité intellectuelle du Premier ministre honoraire que je suis n'est pas fondée. Lui, l'inspecteur général des finances, ancien conseiller spécial de Tchibala, est en mesure de dire qui est le responsable des débâcle de ce projet. Parce que le débâcle a eu lieu après mon départ de la primature. Quand on parle aussi de la responsabilité indirecte, mesdames et messieurs, cette responsabilité indirecte n'existe pas. Si le ministre des Finances, délégué soit-il, est responsable, il est responsable. Parce qu'on doit absolument, citer M. Matata, on doit dire responsabilité indirecte. Mais la responsabilité directe elle-même n'existe pas. Le ministre des Finances est l'un des ministres intègres que j'ai connus dans ce pays. Il s'agit des ministres Kitebou Kibol Mvoul. Les gré à gré, comme je l'ai dit, étaient aussi justifiés. Le bureau du Premier ministre Matata n'était ni un centre d'engagement, ni un centre de gestion. Et s'il existe un compte secret, je l'ai dit, je vous propose d'inviter l'inspecteur général des finances pour une conférence même de 10 minutes. La seule question que vous lui poserez, donnez-nous le numéro du compte écran dans lequel transitaient les fonds décaissés. Qui était le responsable du compte et qui en étaient les bénéficiaires. Et la conférence peut se terminer. En conclusion, à la lumière des éléments, il est nettement évident que la démarche de l'IGF est plutôt politique et politicienne. L'ensemble de ces accusations et les propos tenus dans ces différentes sorties médiatiques ne cadrent pas avec la vérité des faits et moins encore avec l'état de droit prôné par l'actuel président de la République, Antoine Félix Tshisekedi. Quant à moi, je peux affirmer, c'est peut-être ça que vous vouliez entendre, que je n'ai détourné aucun dollar américain de ce projet, ni de près, ni de loin, ni directement, ni indirectement. Et j'attends, parce que je n'ai pas encore vu, le meilleur inspecteur des finances ou le meilleur enquêteur, qu'il soit des finances ou privé, pour démontrer les détournements d'1 dollar américain de ce projet par le Premier ministre Matata. Mais en tout cas, les inspecteurs des finances n'y sont pas arrivés parce qu'ils sont partis par des développements intellectuels, indirects, qui n'ont rien à voir avec ce que le peuple congolais attend. De ce qui précède, mesdames et messieurs de la presse, je me réserve le droit de traduire en justice pour accusation mensongère, diffamation et atteinte à la réputation à mon endroit contre l'IGF. Je vous remercie pour votre meilleure attention. Pensez-vous aujourd'hui être blanc comme neige dans l'échec de ces projets, car selon votre conclusion, vous l'avez dit, vous n'avez détourné aucun dollar de ces projets. Et la dernière, êtes-vous aujourd'hui prêt à affronter la justice pour répondre à la justice par rapport à cette débat? On va entendu le procès dont a parlé l'IGF pour expliquer tout ce que vous venez de dire ici. Ça, c'est une première question. Une deuxième, est-ce qu'on peut savoir pourquoi
l'ancien ministre qui était le ministère des Finances. Je voudrais savoir si dans cette note, l'IGF a démontré la disparition de ces 205 millions. Parce que si dans cette note-là, il y avait cette démonstration, vous l'auriez identifié comme parmi les insuffisances. Qu'en est-il exactement de ce montant? Parce que l'IGF dit que les 285 millions qui sont sortis de la caisse de l'État, ils n'ont pas pu retracer 205 millions. Est-ce que ceci vous a été donné dans cette note? À vous suivre, Monsieur le Premier ministre honoraire, j'ai l'impression que la politique congolaise s'est assise à califourchon sur la vie en République démocratique du Congo. Et c'est là de manière tout à fait machiavélique. Je suis vraiment agacé, personnellement, d'entendre ça en tant que jeune, en lieu et place des questions liées au développement. Donc la politisation devient une règle, c'est comme une espèce d'inversion de l'échelle des valeurs en République démocratique du Congo, ce que je vais baptiser en d'autres termes comme une révolution inexorablement exponentielle de la médiocrité collective, normalisée à outrance. Je vous prie d'être indulgents. Je crois que nous sommes des Congolais tous. Alors ma question est très simple, Monsieur Matata Ponyo. Vous savez que dans toutes les plateformes digitales aujourd'hui, il y a une phrase selon laquelle un ancien Premier ministre a planté le maïs à Bukangalonzo, mais a récolté une université au niveau du Maniema. Je voudrais savoir si vous avez aussi des preuves pour que l'on comprenne qu'effectivement, cette université vous appartient et que ce n'est pas de l'argent en provenance de Bukangalonzo. Ça, c'est la première question. La deuxième, Monsieur le Premier ministre Matata Ponyo, est-ce que vous êtes psychologiquement préparé à faire la prison? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une machine irréversible qui va vous conduire vers là. Merci beaucoup. C'est bon. Question mon gars, monsieur le sénateur. Yo, on a qui se met sur l'insuffisance. Il y a Gilles Alinguetu. Yo, on a pas point de précédent. Question simple. Yo, on a Gilles Alinguetu pour où il a mis. Pour avoir une photo, ça n'a pas à ça, à classe la vie. Est-ce que ça problème à rendre? Yo, on a besoin de l'année. Na Gilles Alinguetu. Doit apporter la responsabilité des débâcles de Bukangalonzo. Ici, je me suis référé aux conclusions des 4 journalistes qui ont fait leur contre-enquête et qui ont conclu que la faillite de ce projet commence après le départ du Premier ministre Matata. Et donc, la responsabilité est à chercher soit dans le ministère des Finances, donc au niveau du ministre des Finances, soit au niveau du ministre de l'Agriculture, soit au niveau du Premier ministre de l'époque, soit au niveau du président de l'époque. Donc, il faut qu'on sache qui a demandé qu'on arrête le financement du projet de Bukangalonzo. Si vous répondez à cette question, vous avez le responsable de l'arrêt de ce projet, parce que ce projet est pertinent. Et ce projet, comme vous le savez, a été combattu fortement, alors que j'étais encore en fonction, par les importateurs de produits alimentaires, qui disaient que si ce projet réussit, notre marché va disparaître. Et il fallait qu'arrive au ministère des Finances un ancien de la FEC, que la FEC puisse se retrouver. Et donc, la responsabilité de la débâcle de Bukangalonzo est à chercher après le départ du Premier ministre Matata, qui s'est battu bec au ongle pour que ce projet ne s'arrête pas. Il est quand même magique que juste après mon départ, en février 2017, soit un mois après, il n'y a plus eu de paiement. Les documents de paiement vont vous être remis et vous allez voir qu'à partir de février 2017, le paiement n'a plus été fait. Qui a autorisé l'arrêt de financement de ce projet vital pour ce pays? Mesdames et messieurs,
de la presse. 70% de la population congolaise vit de l'agriculture. Et il est démontré scientifiquement et professionnellement qu'un pays comme la RDC ne peut pas se développer sans moderniser son agriculture. Et donc, pour répondre à votre question, la responsabilité est à situer après 2016. Êtes-vous blanc comme la neige? C'est la deuxième question. J'ai conclu ici, c'est à vous de savoir si je suis blanc comme la neige ou pas. J'ai dit que je n'ai pas pris $1 de ce projet, ni directement, ni indirectement. Et j'ai invité le meilleur inspecteur des finances qui puisse exister dans ce pays à démontrer le contraire. Parce que je n'ai pas foi à ceux-là qui ont enquêté et dont l'avion d'audit n'avait qu'une seule piste d'atterrissage, même en atterrissage forcé. Êtes-vous prêt à affronter la justice? Mais l'inspecteur général des finances a dit qu'il a traduit les dossiers en justice. Mais je suis encore dans ce pays. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir peur de la justice? Parce que nous sommes dans un état de droit. Monsieur Kamanda, je n'ai pas encore atterri sur vos questions. Hein? Ne soyez pas agité comme l'inspecteur général des finances. Oui. Hein? Je suis en train de répondre au premier intervenant. J'espère que vous tous vous avez compris. Mais comment est-ce que lui qui est à la deuxième série soit ainsi agité? Non, on va répondre à votre question, monsieur Kamanda. Soyez calme. Donc voilà, pour répondre à votre question, messieurs les journalistes, je n'ai pas peur de la justice parce que, pour la première fois, il sera démontré dans ce pays qu'il y a eu un directeur général du BCECO qui a géré près de 3 milliards de dollars américains et qui n'a pas détourné aucun dollar pendant 7 ans. Et qui sera aussi démontré qu'il y a eu un ministre des Finances pendant 26 mois qui a géré des milliards et des milliards du compte du Trésor et qui n'a pas détourné $1. Et qu'enfin, il sera démontré que dans ce projet de Boukangalonzo, il y a eu un Premier ministre qui n'était pas gestionnaire du projet, mais qu'on a voulu incriminer pour des raisons politiques comme étant le gestionnaire. Parce que tout au long de ce point de presse, je vous ai démontré que je n'étais lié ni directement ni indirectement à la gestion de ce projet. Un cabinet comme Ernst Young, lorsqu'il auditait, n'a même pas trouvé utile de m'interroger. Parce que, selon les règles de l'art, on ne peut pas interroger quelqu'un qui n'était pas impliqué dans la gestion. Et qu'il n'y a que dans ces pays où on peut aller interroger quelqu'un qui n'était pas impliqué dans la gestion et qu'on puisse les culpabiliser. Monsieur Kamanda, cela me permet d'entrer dans le jeu de vos questions. Moi, j'aurais cru comprendre que vous avez trouvé la réponse à votre question. Parce que, je l'ai dit d'entrée de jeu, je ne suis jamais intervenu sur ce projet. Je n'ai jamais organisé un point de presse sur ce projet. Parce que j'estime qu'il n'était pas de mon devoir de le faire. Mais vous avez vu combien de fois l'inspection générale des finances est intervenue. Est-ce que c'est le rôle de l'inspection générale des finances de faire le point de presse sur les conclusions de son rapport? Dans d'autres pays, on appelle des institutions comme l'IGF la grande muette. Ce n'est pas une expression inventée par moi. Lorsque tout au long des journées, pour répondre à l'instrumentalisation politique des opérateurs politiques qui veulent à tout prix trouver l'époux dans le chevet de M. Matata, et que vous, Inspection générale des finances, finalement vous êtes instrumentalisé, comment voulez-vous que je ne réagisse pas? Et en réagissant, je n'ai pas dit ici, à moins que vous ayez entendu le contraire, que je ne souhaiterais pas répondre à la justice. Je ne l'ai pas dit, M. Kamanda. Je ne l'ai pas dit. Mais si je suis intervenu, c'est pour répondre aux interventions intempestives de l'inspection générale des finances. Et je l'ai dit, le mensonge
à force d'être répété, devient une réalité. Comment vous pouvez concevoir que dans un projet, ceux qui ont géré le projet, on ne les cite pas? On cite toujours une personne. J'ai construit, enfin pas moi, mais mon gouvernement a construit les bâtiments intelligents. Ce bâtiment qui aujourd'hui reçoit plusieurs ministères, alors qu'à l'époque il y avait des ministères jusqu'à Kintambo. Le seul remerciement qu'on trouve à un gouvernement qui a construit un bâtiment comme celui-là, c'est dire que c'était surfacturé. Et la seule personne qu'on voit, c'est toujours M. Matata. Alors que ce n'est pas moi qui ai construit ce bâtiment. Ce bâtiment a été construit par le ministère des Infrastructures. Et un appel d'offres à bonne et due forme a été lancé. On a acheté des avions. C'est toujours M. Matata qui a acheté des avions. Alors qu'il n'était pas impliqué dans l'achat des avions. Donc, tout ce qu'on peut trouver, c'est toujours M. Matata. Donc, voilà pourquoi j'ai tenu à faire ce point de presse. Ce n'est pas pour avoir peur de la justice. Si vous étiez informé, parce que vous êtes spécialiste de la presse, je l'ai dit déjà à l'Université protestante du Congo il y a plus de 6 mois. J'ai dit, je souhaite que la vérité soit établie sur ces projets et que les responsabilités soient aussi dégagées. Je l'ai dit il y a longtemps. Pourquoi Kitebi a quitté le ministère des Finances? Monsieur le journaliste, parce que vous êtes professionnel, vous avez la réponse. Après le départ de Kitebi, vous avez un ancien de la FEC qui a atterri au ministère des Finances. Et le projet Bukangalonzo s'est arrêté. Tout ce que moi je peux vous dire, c'est que le Fonds monétaire international m'a demandé pourquoi un ministre aussi compétent, aussi brillant, vous l'avez fait partir. Et laissez-moi vous dire que regardez les indicateurs macroéconomiques, ce ministre a fait le meilleur de lui-même. Il est aujourd'hui FPI, et FPI n'a jamais brillé comme il brille aujourd'hui. Mais tout ce que vous pouvez trouver dans la presse, c'est dire que Kitebi est mauvais. Parce qu'il fait la bonne gouvernance. Willy Kalengai, patron de Géopolis. L'IGF a-t-elle montré la disparition des fonds? Vous avez suivi l'inspecteur général des finances ici. Il a parlé en français, tout comme il a parlé en lingala. J'espère que vous êtes très fort en lingala, M. Willy Kalengai. Je ne sais pas si vous avez trouvé la réponse à cette question. Dans la synthèse, ça ne se trouve pas. La synthèse vous sera distribuée tout à l'heure. Je n'ai pas vu ça. Si j'avais vu ça, je vous aurais dit. Et d'ailleurs, dans ma recommandation, j'ai dit c'est une trouvaille, parce qu'en dehors de la question des surfacturations, qu'Ernest Young avait déjà trouvé, la seule trouvaille de l'IGF, c'est dire qu'il existe un compte dans lequel couler l'argent du trésor public et à partir desquels les Congolais se partageaient. Mais je pense, comme je l'ai dit, c'est un point de presse de 5 minutes où l'inspecteur général des finances vous donne le numéro du compte, le montant qui a transité et qui en était le bénéficiaire. Anissé. Anissé semble être parmi les journalistes qui ont un niveau élevé de philosophie politique. Parce qu'il est le seul qui a compris qu'effectivement, en politique, l'une des raisons du sous-développement des pays africains, c'est la suprématie de la médiocrité. Et que tous ceux qui osent faire la méritocratie, on doit les combattre par quelque moyen que ce soit. Comment pouvez-vous imaginer dans un pays où les règles de bonne gouvernance ont produit des effets positifs pendant près de 5 ans? Mesdames et messieurs, distingués invités, ça fait 5 ans que j'ai quitté la primature. On a dit oui, M. Matata n'a pas construit 1000 écoles.
Il en a construit 780. Mais ça fait 4 ans. A-t-on construit 100 écoles? Personne n'en parle. Oh, il a acheté 4 avions, c'était des avions d'occasion. Mais combien d'avions a-t-on acheté d'occasion après 4 ans? Personne n'en parle. Oh, il a construit une petite aérogare modulaire et tout ça, ainsi de suite. Mais la grande aérogare, ça fait 6 ans que cette aérogare a été construite. Personne n'en parle. On a acheté des locomotives neuves pour la SNCC. Pour la première fois depuis 1974. Et depuis lors, on n'a plus acheté de locomotives. Mais personne n'en parle. Et Yanisé est le seul à avoir compris la clé des philosophies politiques du sous-développement des pays du tiers-monde, où seuls ceux qui sont médiocres sont applaudis, sont accompagnés, et ceux qui tentent d'apprêter le chemin de la bonne gouvernance, de la méritocratie, sont critiqués. Monsieur Anissé, peut-être que vous serez diplômé, et à ce moment-là, vous nous inviterez pour célébrer votre graduation. Je voulais vous dire, s'agissant de l'université Mapouane, j'étais à Kindu il y a moins d'une semaine. Et j'ai visité cette université, j'ai fait visiter cette université aux évêques et archevêques catholiques qui étaient de passage à Kindu. Mais ça n'y est. Laissez-moi vous dire l'appréciation de ces hommes, de ces princes de l'Église, élevés intellectuellement, comme vous le savez, sur ce projet. Eux, au moins, comprennent l'essence élevée de l'éducation qui fait que nous nous trouvons ici, ensemble, et nous parlons français, dont certains sont des fils des soldats et des militaires. Ah, je ne l'ai pas cité. Comment pouvez-vous concevoir qu'une jeunesse, qu'une presse soit instrumentalisée par cette classe politique médiocre? Il y en a qui ont fait 30 ans de politique, n'ont même pas produit un centre de santé. Mais parce qu'ils doivent justifier qu'eux n'ont rien produit, pour trouver les voies et moyens de ceux qui ont contribué à l'avancement de l'humanité, il faut démontrer que non, il y a eu détournement de fonds à gauche et il y a eu construction de l'université à droite. Voilà pourquoi nous n'avons pas construit une université. Mais ils ne vous disent pas qu'eux, ils n'ont même pas planté, mais ils ont récolté des villas à l'extérieur du pays. Ils récoltent des multi-polygamies. C'est quand même anormal, parce que cette université, mesdames et messieurs de la presse, le financement de cette université a été audité par une des compagnies les plus prestigieuses au monde, PricewaterhouseCoopers, qui a certifié sans réserve le financement de cette institution. Et ce rapport d'audit est disponible. Vous pouvez le certifier. Vous pouvez même aller le demander à PricewaterhouseCoopers. Et vous le savez très bien, il y a une plaque de tous les contributeurs à l'entrée de cette université. Et ce ne sont pas des petits poissons qui sont sur cette plaque. Ce sont des entreprises qui ont des comptes à rendre à l'international du point de vue de leur image et de leur intégrité. Et tous les fonds qu'ils ont contribués sont traçables parce que c'est passé par des comptes des banques installées dans ce pays et dans cette université. La majorité des jeunes qui étudient ne sont même pas de la province du Maniema. Comment pouvez-vous concevoir, M. Alinguité? Heureusement que vous avez compris la clé. Lorsque des dirigeants politiques instrumentalisent la jeunesse pour dire que construire une université de haute technologie, c'est mauvais, c'est là où commence la descente aux enfers d'un pays. Vous savez qu'à l'origine de cette université, je voulais construire une bibliothèque
Comprenez-vous que chaque ancien président aux États-Unis, quand il termine son mandat, le gouvernement américain construit une bibliothèque qui porte son nom. Comme pour dire, l'une des façons de construire l'humanité, c'est d'éduquer les jeunes et les amener à lire. Combien de bibliothèques, Anissé, il y a dans ce pays? Combien de bibliothèques? N'est-ce pas? Un occidental a dit, la meilleure façon de cacher quelque chose à un noir, et donc à un Congolais, c'est de le mettre dans un livre et de prendre le livre, de lui remettre. Donc, pour répondre à votre question, il n'y a aucune relation entre le financement de Bukangalonzo et le financement de cette université. Cette université a été construite avec des fonds de bailleurs et chaque bailleur qui a contribué est sur cette plaque-là. Et pour vous dire, Anissé, que cette relation-là, elle est plutôt politique parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu aucun enquêteur qui a pris les noms des individus qui sont sur cette plaque-là et qui les a interrogés. Est-ce que vous avez donné de l'argent? Personne. De la même façon pour Bukangalonzo, il a fallu que M. Matata écrive à l'IGF pour que l'audit soit fait. Et dès qu'il a fait l'audit, les mêmes politiciens sont vite allés à l'IGF pour dire « Faites tout pour atterrir sur la tête de M. Matata ». Et c'est comme ça que vous trouverez des conclusions politiques déconnectées de la réalité, comme je viens de vous le démontrer ici. Parce que c'est que le peuple congolais a besoin de savoir. Mesdames et messieurs, on peut tourner en rond. Si l'inspecteur général des finances vous dit, voilà, sur les 280 millions de dollars, M. Matata a pris 20 millions. On aura terminé le débat. Il ne faut pas continuer à dire, oui, c'est l'argent des gens de Matete, les gens de Kitambo. Non! Ce n'est pas ça dont on a besoin. Ndeko Zulu. Vous voulez savoir qu'il y a une chose, quelque chose entre moi, un problème entre moi et Jules Alinguité? Il n'y en a pas. On a été dans une même université, l'université de Kinshasa. Ça, c'est une réalité. On a terminé la même année, dans une même classe. C'est une réalité. Mais il y a un qui a été Premier ministre. L'autre n'a pas été. Il y a un qui a été ministre des Finances. L'autre n'a pas été. Il y a un qui a été directeur général du BCECO, respecté par des institutions internationales comme la Banque mondiale, ayant géré près de 3 milliards de dollars. L'autre n'a pas été. Et vous aurez tout compris. Voilà, l'autre série de questions. Donc, on va dire que vous dites que M. Alinguité est jaloux parce que lui n'a pas été ce que vous avez été. Mais nulle part vous dites que lui a été que vous n'avez pas été. Alors, la question c'est de savoir, l'indignation ne se trouve pas du fait que vous avez construit une université, mais le moyen obtenu. Les gens voudraient savoir si vous connaissez un seul Premier ministre dans le monde qui, pendant l'exercice de son pouvoir, a créé une université. Et donc savoir si tous les dirigeants devraient faire comme vous, ça veut dire construire des hôpitaux, des universités, que devient la société? Ma deuxième question, vous vous reprochez de quoi exactement? Parce que M. Alinguité n'a pas cité votre nom directement. Vous vous reprochez de quoi exactement? Est-ce que vous pouvez aujourd'hui affirmer que toutes les apparences sont contre vous? Parce qu'on a comme l'impression que de tous les noms qui sont cités, on n'a pas encore cité les noms, on a parlé de 7 personnes qui seraient impliquées, tantôt 10 personnes. Mais pourquoi on n'a pas entendu 9 personnes parler, 8 personnes parler? Il n'y a que M. Matata qui se préoccupe de la question. Si vous êtes si consciencieux et que vous n'avez pas de problème, pourquoi vous ne vous taisez pas? Vous ne restez pas tranquille et attendez que la justice fasse son travail. J'ai dit. Honorable Matata, je voulais vraiment revenir sur la question des chiffres. J'ai entendu mon grand frère Willy Kalenga poser la question. Combien a-t-il été dépensé dans le projet? Parce que l'IGF parle de 285 millions de dollars, dont 80 seulement sont traçables, alors que les 205 millions, on ne retrouve pas les traces. Vous, à votre époque, combien avez-vous effectivement dépensé pour le compte
du projet Bukangalozo. Je voudrais avoir une idée sur les chiffres exacts. Est-ce que c'est exactement 285 millions tels que les 10 l'IGF qui ont été sortis des caisses de l'État pour le projet, ou un peu plus, ou encore un peu moins? Merci beaucoup. Annoncé par l'ex-premier ministre Matata Ponyo, qui a parlé des enquêtes purement politiciennes. Alors, je pose la question à Matata Ponyo pour savoir, quand il fait allusion en disant les enquêtes sont politiciennes, il accuse directement Jules Alengueti et son institution IGF, ou encore il fait allusion aux enquêtes commanditées par, entre guillemets, les pouvoirs en place. Merci. Ok. Eliezer Tamboué. Messieurs les sénateurs, namoni ne kozula tunio question Kimi Lingala na lingina zonge na nanika. Personnellement, je suis perdu et nazabe na dégoût ya makambo parce que nga nazaki kokumisa Matata Ponyo sans qu'il n'a rencontré même temps wazalaki premier ministre na koma na jardin de premier thé. Awa ya liboso nazomi tu na finalement nani asengaki enquête soki okoti koyebisa biso vérité. Ministre ya agriculture alobi avant bazwa Bukangalozo yenda asengaki basala audit. IGF alobi yende moto enquêtaki contenu ya basoupçon oyo azaki na yo lobi yo moto sengaki tondimela finalement nani yami balé. Monsieur le sénateur, aujourd'hui, tant qu'on bandi projet Oyo, aussi ici à Moudon qui bazaki kolukelayo makambu na parti na bino ya PPRD. Aussi ici na 2016, 2017 Kabila Zana na pouvoir baboy ko financer. Yebisanga inani zulu kamutu ya Matata. Est-ce que ça Alingeti? Est-ce que ça Félix? Tous les familles politiques parce que bitumba c'est l'explication na yo moko e banda kala mosusu na lingina bakisa ya mamuke olobeli marché de gré à gré basa la kango sur base pas seulement il y a expérience mais aussi sur base il y a confiance société ngo ozwa confiance wana opesa ki bango e utaka parce que osala na bango wapi oyebela bango wapi nazo sukisa na une parenthèse, bon, une question parenthèse, j'ai dit, pour Nadingana Tuna Yoma stade municipal Lobelaki, à quel pourcentage au Salaki Ango. Mais Nadingana Tuna, Olobi Makambo ya Bavion Ao. Monsieur Matata, toi qui es bilo Kotolia na Congo Airways, service traiteur na Yom Tupesaka. Kamwa Blawa na $40. Yango obakisa pona université na ba hôtel et que to qui peut que ndako yango Congo Airways afutelaka collaborateur na yo moko mukolo ndako 400 000 par mois ya solo to ya lo. Merci. Pour quel intérêt il peut y avoir des jalousies? Est-ce que M. Matata a besoin d'être nommé inspecteur général des finances? Je ne pense pas. Je ne vois pas là où la jalousie se situerait. D'où viendrait cette jalousie? Il n'y a rien entre moi et l'inspecteur général des finances. Comme je l'ai dit, c'est un ancien collègue des classes à l'université. Et donc, il n'y a pas une question de jalousie. Bien au contraire, on reste des collègues et on lui souhaite plein succès dans son mandat d'inspecteur général des finances. La deuxième question, c'est de savoir si on connaît des dirigeants politiques qui ont construit des universités et qui ont construit des hôpitaux. Ben, je ne sais même pas aller à l'extérieur du pays. Dans ce même pays ici, messieurs les journalistes, vous qui posez la question, vous savez qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui ont construit des écoles, qui ont construit des hôpitaux, des centres de santé, tout simplement parce que peut-être la configuration de ces centres de santé ou des hôpitaux ne vous amène pas à les citer ici. Nous avons vu des universités en paille qui portent le nom des hommes politiques dans ce pays. Vous le savez très bien.
On a vu des centres de santé en paille, des écoles en paille qui portent les noms de leurs initiateurs. Il n'y a pas longtemps qu'hier, j'ai encore vu dans les réseaux sociaux une école d'une certaine province qui porte les noms des noms politiques en fonction. Comment voulez-vous théâtraliser une situation alors que vous avez vous-même la réponse? Je ne suis pas la première personne ayant été politique ou étant politique à vouloir investir dans un domaine aussi précieux que l'éducation et la santé. J'aurais souhaité que vous posiez la question autrement. Monsieur Matata, qu'est-ce qui gêne qu'il n'y a que ce que vous avez fait qui est mis en évidence contre tout ce qui a été fait par les autres? Mais à ce moment-là, vous trouverez vous-même la réponse. S'il y a une université que les gens apprécient, où les enfants quittent l'ensemble du pays et ils vont étudier, où est le mal? Si on construit un hôpital qui respecte les standards internationaux, et les gens s'y font soigner comme s'ils étaient dans de meilleurs hôpitaux. Mais quel est le mal? Chacun d'entre nous doit construire une université en paille pour être félicité par les journalistes. Chacun d'entre nous doit construire un centre de santé où les gens dorment à même le sol pour être félicités par des journalistes. C'est inimaginable. Et je me rappelais les démons de la médiocrité soulevés par Anissé tout à l'heure. La réponse est claire, je ne suis pas le premier et j'imagine que je ne serai pas le dernier. Et je ne vais même pas chercher les exemples ailleurs, dans ce même pays, je ne vais pas citer des noms. Des ouvrages scolaires, universitaires, médicaux, construits par des politiciens existent. Mais on ne les cite pas. Vous vous reprochez de quoi? Parce que la Linguité n'a pas cité votre nom. Mes chers amis, j'espère que vous avez les yeux qui ont le même qualificatif que ce que moi j'ai. J'espère que vous avez les mêmes oreilles qui ont la même qualité que moi j'ai. Nous avons projeté quelques documentaires ici. Est-ce que vous avez vu et vous avez entendu? Et je vous ai dit que je n'ai jamais parlé de Bukangalonzo depuis que j'ai quitté le gouvernement. Ça fait 4 ans. Mais vous avez entendu, quand on parle de Bukangalonzo, on cite le seul nom de celui qui n'était pas impliqué dans la gestion financière et technique du projet. Donc, moi je pense que vous avez la réponse à votre question. Pourquoi vous ne pouvez pas vous taire par rapport aux sorties intempestives de l'IGF? J'ai déjà répondu à cette question. On ne peut pas laisser le mensonge remplir le cerveau des Congolais. Et puis l'inspection générale des finances, beaucoup de gens l'ont dit, n'a pas pour mission de faire des sorties médiatiques. L'inspection générale a pour mission d'auditer et de transmettre des rapports acquis des droits. M. Linguité n'est pas le premier inspecteur général des finances qu'on a connu dans ce pays. Mais avant lui, il y a eu de prestigieux inspecteurs généraux des finances, dont on ne connaît même pas les noms. Même le précédent, Batou Benga. Moi, je l'ai connu parce que j'étais Premier ministre. Mais qui le connaissait? Combien de conférences de presse a-t-il fait? Vous voulez dire qu'il était moins inspecteur général des finances que celui d'aujourd'hui? Mesdames et messieurs de la presse, chacun doit faire son travail et se limiter dans la sphère professionnelle de son travail. Notre ami Louawa voudrait savoir combien est-il décaissé. Je vous ai, en tout cas, on vous remettra dans les documents qui vous les documents qui vous seront distribués. Pour nous, nous nous référons aux chiffres qui ont été décaissés par la Banque mondiale, indiqués par le ministère des Finances, la Banque centrale aussi. C'est près de 150 millions de dollars. Bon, maintenant, si l'IGF a trouvé d'autres chiffres, il n'a qu'à les démontrer.
Là, le chiffre de 150 millions de dollars, c'est le chiffre certifié par PricewaterhouseCoopers qui a audité Africom. Et Africom l'a dit. Moi, j'ai reçu de la RDC un montant aux environs de 150 millions de dollars. Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est aux environs de 150 millions de dollars. Et il dit certifié par PricewaterhouseCoopers. Mesdames et messieurs, vous voulez que je croie uniquement aux chiffres de l'IGF? Mais l'IGF a ses sources, et nous avons les sources. C'est la Banque centrale, c'est le ministère des Finances. Enquête politicienne. Gilles Alinguité. Et la question, c'est de savoir si l'inspection générale des finances qui fait des enquêtes politiciennes a été commanditée par qui? Bon, nous ne savons pas. Tout ce que nous pouvons constater, c'est que, et nous l'avons démontré ici devant vous, c'est que les conclusions de l'inspection des finances, l'inspection générale des finances, sont déconnectées des réalités techniques. Quand on dit d'un Premier ministre qu'il a la responsabilité intellectuelle d'un projet, est-ce que vous-même, en tant que journaliste, même si vous n'êtes pas économiste ou agronome, est-ce que vous pouvez comprendre ce que ça veut dire, responsabilité intellectuelle? On comprend très bien que ce n'est pas une dimension technique, c'est plutôt politique. Lorsqu'on dit que la primature était le centre de gestion du projet, et qu'on vous a remis un contrat qui montre que l'entreprise Africom était le responsable de la gestion financière. Comment voulez-vous qu'on comprenne que ce n'est pas une conclusion politique? Maintenant, qui a commandité la politisation de l'IGF? Ça, je ne sais pas. Moi, je conclus ce que je vois. Ndeko Lézière voudrait savoir qui a demandé l'enquête. Parce que le ministre de l'Agriculture dit que c'est lui qui a demandé l'enquête. L'IGF dit, mesdames et messieurs de la presse, vous le savez très bien, les documents vous seront remis. Moi, M. Matata, j'ai écrit. Et l'IGF a accusé réception pour dire, nous allons auditer sur base de la lettre que vous nous avez demandée. Bon, maintenant, si le ministère de l'Agriculture a fait sa lettre, si l'IGF a pris son initiative, mais moi, je réalise que l'audit a été fait sur base de la requête que j'ai faite. Donc, il y a une cohérence. Vous dites que le PPRD était impliqué dans ces combats contre moi. Je l'ai dit dans le texte que j'ai lu devant vous ici. Et dont copie vous sera remise si ce n'est pas encore fait. Donc, c'est une réalité concrète. Est-ce que M. Matata avait la confiance sur l'entreprise? Bon, si on n'avait pas confiance sur cette entreprise, on ne pouvait pas lui attribuer les marchés. Qui a proposé cette entreprise? Cette entreprise a été proposée par un cadre qui était dans la cellule agriculture de la primature. Parce que moi, je ne connaissais pas Africom, et donc il y a un cadre qui était dans la cellule agriculture de la primature qui a proposé cette entreprise. Et raison pour laquelle j'ai demandé à ce qu'une enquête soit faite pour s'assurer que cette entreprise a les capacités techniques et financières. Et l'équipe qui est descendue était composée non seulement des experts de la primature, mais de l'agriculture, du ministère des Finances et du ministère du Portefeuille. Et cette mission d'enquête a conclu aux capacités techniques et financières de l'entreprise. Et donc, sur base du rapport, on a dû faire confiance à cette entreprise. Vous ne pouvez pas vous imaginer quand même des collégiens qu'un Premier ministre dans son bureau imagine le nom d'une société et propose cette société. Je n'ai jamais connu cette société avant et je n'ai jamais proposé le nom de cette société.
Vous parlez des avions des Congo Airways. Ces avions-là ont été achetés, c'était des avions d'occasion, mais qui avaient moins de 10 ans d'âge. Je connais des personnes qui ont critiqué l'achat des avions d'occasion. Ils n'étaient pas au gouvernement. Quand je suis parti, ils ont été au gouvernement. Ils ont été transportés par ces avions. Ils ont même occupé des fonctions financières, mais n'ont même jamais acheté un avion. C'est très beau de critiquer, mais c'est très difficile de réaliser. Les 40 $, dont vous parlez, M. Lézère, je ne suis pas au courant et je ne les connais pas. Vous savez, quand j'étais aux affaires, tellement on voulait chercher l'époux dans la tête de Matata, on a même dit que toutes les ONG qui s'occupaient du nettoyage de la ville appartenaient à mon épouse. La meilleure façon de critiquer M. Matata, oui, mais il y a la propriété de la ville de Kinshasa, mais vous savez, même s'il y a propriété, c'est son épouse qui est propriété des ONG. Donc, tout ce qui est bon, il faut trouver quelque chose pour critiquer. Mon épouse n'a jamais été impliquée, ni de près, ni de loin, dans les affaires publiques du pays. Et je ne sais même pas qui connaît le nom de mon épouse ici, ni de mes enfants. Personne. Et on ne peut pas imaginer que mon épouse... Merci, Bandeko Balandi Atokombo Kindenge, Premier ministre honoré Yamboka Congo, sénateur actuel. Nenga Pesi Makas, Nenga Alobi. Alobi, il y a personne a besoin inspecteur, il y a finance yango. Aloba, Mbongo yango, Alobi, Eza Wapi. Na compte pèse la combo ya nani. Ba jeunesse ba tuni mituna boyoki ndenge ezalaki donc boyende ezalaka ya lobby ozo bana kata motema na ye aza maboko pembe aza na problème ne eloko moko te agera azaki DG ya BCECO aza na ministère ya finance azali premier ministre aza na mbongo ya Congo te maboko neza saleté te maboko neza peto ezala ba politicien na bandeko musu bazo ko en vouloir bazo luka ke batal ba commissaire lokola bango pe ate un exercice bandeko bele ba gérant mboka oyo bazala ba député ba sénateur ba premier ministre ya mboka Congo mon côté na sala bijou ezala kola ye mais na solo ba makambo ya ministère toujours ya critique yango makambo ya ONAPAC office national de café mbongo wana ekenda pe wapi bozo on a ka bukanga lonzo détournement mais o ezali boso nango o ye après mbongo ya ONAPAC ezapi wapi IGF to boyi eloko wana ezala institution moko politicienne il faut être indépendant ndeko aso ba mingi makambo yo ezina eloko mebatemi na sima wana ba politicienne bazo pousser yo IGF état de droit yango fe mona ya solo ba congolais bazina besoin makambo ke ne malamu kolanda ka ba politique na simate balingi ba mbongo yango bukanga lonzo nani azwa ki yango ba tu si so ba zapi banani